Au plaisir de vous retrouver sur la télévision nationale. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Prestation de serment au palais Mohamed V. De nouveaux cadres récemment nommés se sont prêtés à l'exercice. Ils jurent de travailler dans l'intérêt supérieur de la nation tout en respectant les valeurs prônées par le CNRD. La célébration de la journée internationale de la prévention des catastrophes. Les autorités mettent les bouchées doubles pour minimiser les pertes en vie humaine. Les débats sont lancés avec l'implication de tous les cadres qui interviennent dans le secteur. À venir également, Orange Guinée domine le marché des télécommunications dans notre pays. C'est le résultat d'une étude réalisée par un cabinet à Conakry. L'étude porte sur les marchés pertinents et des opérateurs dominants. C'est tout pour les titres. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du président de la transition, a officié vendredi au palais Mohamed V la cérémonie de prestation de serment de 74 nouveaux promus de l'administration publique. Ces cadres ont été nommés récemment à des postes de responsabilité à la primature et dans les départements ministériels du commerce, de la fonction publique, de l'enseignement préuniversitaire et de l'agriculture. Adjudant Aboubakar Kamano de la presse militaire. Dans cette salle des banquets du palais Roi Mohamed V, environ 80 cadres récemment nommés par décret présidentiel ont prêté serment ce vendredi. Parmi eux, des responsables préfectoraux et régionaux de l'éducation, des inspecteurs régionaux de l'administration publique, des membres des conseils d'administration, entre autres. Devant les autorités compétentes, ces cadres composés des hommes et femmes de Guinée s'engagent à servir le pays dans l'intérêt supérieur de la nation. Acte d'engagement sur l'honneur. Je suis signé Kaba Sangari que dans mes fonctions d'inspecteur régional de l'éducation de Kankan, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. Moi, Alimatou Kaba, conseillère chargée de mission à la présidence, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. S'inscrivant dans la dynamique du vaste chantier de réforme enclenché par les autorités de la transition, les promus réitèrent leur détermination à mériter la confiance placée en eux par le président de la transition, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Après les échecs massifs aux examens nationaux, session 2021-2022, nous allons tout faire pour que la session 2022-2023 soit placée sous le signe d'un enseignement apprentissage de qualité. Nous allons renforcer la formation continue des enseignants. La confiance qui est mise en nous, surtout les femmes et la jeunesse en priorité, je pense que nous serons à mesure et à la hauteur d'honorer ces engagements. Le serment qu'on a prêté aujourd'hui, on ne fera rien qui sera le contraire de cela. Et nous soutenons le président de la République pour la bonne marche de cette transition. On n'est pas là pour nous. On est là pour le peuple, pour la République et pour accompagner le président de la République dans ses idées. Assurer un bon fonctionnement de l'administration publique afin d'offrir un cadre idéal de vie à la population guinéenne est une priorité pour la nouvelle équipe dirigeante du pays. Pour réussir cette mission régalienne, le ministre du Travail et de la fonction publique a prodigué d'utiles conseils aux promus en ces termes. À entendre les titres ici et les fonctions, on sent clairement que c'est dans la symbiose, dans l'harmonie, dans la diversité que nous allons bâtir la Nouvelle-Guinée. Et pour cela, toutes les fonctions qui ont été édictées ici sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Nous savons tout simplement compter sur vous pour qu'enfin nous puissions travailler dans la dignité, dans la rigueur.
Cette cérémonie de prestation de serment a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Il était entouré du ministre secrétaire général de la présidence de la République, colonel Amara Kamara, du ministre directeur des cabinets de la présidence de la République, Dr Giba Diakité, ainsi que d'autres ministres sectoriels. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a effectué une visite de travail à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Dr Diaka Sidibé est allé échanger avec les responsables de l'entreprise CBTech de la relance du projet d'extension et de réhabilitation de 4 universités. Il s'agit de l'Université de Sonfonia, l'Abbé, Kankan et Zérekouri. Mounir Bari. Les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation mettent les bouchées doubles pour la relance du méga-projet d'extension et de réhabilitation des universités guinéennes. Les études de faisabilité du projet ont été réalisées en 2017. Avec les responsables de l'entreprise CBTech, tous les contours sont passés en revue pour une relance imminente des travaux dans les universités de Sonfonia, Labi, Kankan et Zérekouri. Il était important pour moi que mon homologue et ses équipes techniques puissent venir voir le projet, le site dédié à ce vaste projet, qu'on puisse se rassurer que le terrain est accessible, qu'il n'y a pas de problème conflictuel au niveau du site et que le département de l'habitat et de l'aménagement du territoire puisse assister le département à sécuriser, à aménager le site afin que les partenaires techniques et financiers soient rassurés aussi que nous disposons effectivement des sites dédiés pour le grand projet d'extension et d'aménagement de nos universités. Nous allons faire d'abord les études de faisabilité, voir de manière à ce qu'il n'y a pas de juxtaposition dans les choses, parce que la zone qu'elle a choisie pour l'extension, c'est une zone où évoluent beaucoup d'autres acteurs. Donc nous allons voir, mais dorénavant, je pouvais dire qu'il n'y a pas assez de problèmes. La réalisation des travaux d'extension et de modernisation avec toutes les commodités est attendue par l'ensemble des acteurs. Sonfonia ne fera que bénir ce projet, accompagner le ministre de l'Enseignement supérieur dans ce projet et son aboutissement va libérer totalement l'université de Sonfonia. Les autorités du département ambitionnent de sortir de terre des infrastructures pédagogiques, administratives et sportives qui répondent à toutes les commodités. Du côté de Kissidougou, on cherche à comment qualifier le système éducatif. Les acteurs évoluant dans le secteur se concertent dans la sous-préfecture de Yendé. La rencontre devra déboucher sur des recommandations auprès des autorités éducatives. Alpha Isiagaba. À 40 km de la commune urbaine de Kissidougou, la sous-préfecture de Yendé. Ici, la croissance démographique est perceptible en raison de la prédominance de certaines activités comme l'agriculture et l'élevage. Face à cette réalité, une nouvelle stratégie est mise en place pour la qualification du système éducatif. Vu la situation actuelle des écoles de Yendé, il serait nécessaire d'organiser un forum qui va regrouper tous les acteurs liés à l'éducation pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions idoines pour rehausser non seulement le taux de réussite au niveau des écoles, mais aussi le maintien des élèves au niveau des différents établissements. Cette initiative est des populations de la sous-préfecture de Yendé. Elle vient ainsi appuyer les autorités de la transition dans la refondation du système éducatif guinéen. Je souhaite que beaucoup de CR le font comme Yendé, parce que c'est tout juste dans la direction des pensées du CNRD. À cette rencontre de concertation citoyenne, des propositions sont faites pour la qualification du système éducatif guinéen. C'est par exemple la construction des infrastructures éducatives et la formation des formateurs. Éducation toujours, et cette bonne nouvelle, pour la première fois, le ministre Guillaume Awing signe des contrats de performance avec les inspecteurs régionaux de l'éducation. L'objectif est d'amener les responsables des structures déconcentrées à s'engager dans la dynamique de production de meilleurs résultats pour l'année scolaire 2022-2023. Abdoulaziz Baldé. Le processus de réforme initié par le département en charge du préuniversitaire prend forme
et touche à tous les niveaux pour garantir une éducation de qualité. Ce week-end, un contrat de performance est signé entre le ministre des tutelles et les IRE du pays. 8 points sont inscrits dans ce contrat. La promotion du civisme et la relance des activités sportives occupent une place de choix. Il s'agit de veiller vraiment à la propreté, à l'hygiène, à l'assainissement dans les concessions scolaires. Il s'agit aussi de coordonner les différentes compétitions sportives et culturelles dans les établissements, dans les structures déconcentrées. La signature de ce contrat de performance exige des résultats non seulement sur le plan pédagogique, mais aussi civique. Asseoir des bases d'une éducation inclusive est l'un des résultats attendus. Nous, ministres, je vous ai dit, nous sommes évalués. Et ce sont les résultats qui comptent. Donc aujourd'hui, il faut le noter. Dans l'éducation aussi, ce sont les résultats qui comptent. Celui qui ne fait pas les résultats, celui qui n'a pas le niveau, celui qui ne fait pas de très bons résultats, nous n'aurons pas qu'un seul choix de le changer par une autre personne. Le présent contrat fera l'objet d'évaluation afin de permettre aux autorités d'en tirer toutes les conséquences. Nous réaffirmons notre engagement et notre disponibilité à nous impliquer effectivement et efficacement dans toutes les activités de notre ressort visant l'atteinte des objectifs assignés au ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Dans les jours à venir, des inspecteurs vont sillonner toutes les préfectures du pays pour s'imprégner de l'application des termes de ce contrat de performance. Le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sort petit à petit de l'ornière. Sous le leadership du président de la transition, il enregistre des avancées significatives. Fatmata Kourouma. Réduire le chômage des jeunes et créer des conditions favorables pour répondre aux exigences de qualité du marché de l'emploi tout en tenant compte du contenu local. Les autorités de la transition mettent la formation professionnelle à contribution. Des actions concrètes de valorisation du secteur sont à cet effet en cours sous le leadership du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. En ce moment, les actions portent sur l'amélioration du cadre de formation, notamment les infrastructures et la qualification de la formation. Pour la première fois en Guinée, l'enseignement technique et la formation professionnelle bénéficient des bourses d'entretien en faveur des étudiants de ces écoles. Un acte majeur qui produira des effets notables. Le président de la République, à travers ce décret, a amorcé le développement sur 3 axes. La première chose, c'est d'abord de légiférer sur la gratuité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le secteur public. Donc ça, c'est une bourse d'études accordée à tout Guinéen qui répond aux critères d'admission dans les écoles publiques. Donc l'État consacre une gratuité. Je souligne que cette bourse correspond à un montant qui varie de 650 000 francs guinéens à 900 000 francs guinéens par mois par élève. L'enseignement technique, différemment de l'enseignement général et de l'enseignement supérieur, coûte 2 fois plus cher à cause des intrants dans la formation pratique, mais aussi la spécialisation des enseignants intervenants. Le deuxième aspect de ce décret, c'est le soutien financier que l'État apporte à tout apprenant dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Tous les apprenants, de la première à la dernière année de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, bénéficieront d'une bourse d'entretien qui va de 150 000 francs guinéens à 250 000 francs guinéens selon la filière. Dans le domaine des infrastructures, les travaux du chantier du centre de formation professionnelle de Donka évoluent à une allure satisfaisante. À date, ils sont exécutés à 60%. Cela quelques mois seulement après la pose de la première pierre. Nous sommes à près de 60% d'avancement de ce chantier qui a été commencé au mois de février 2022 sur l'initiative du président de la République pour pouvoir justement rénover cette école qui date de 1950 et qui n'avait jamais connu un projet de rénovation depuis. Et aujourd'hui, vous voyez l'évolution des travaux. Nous sommes à près de 10 000 m² bâtis, avec près de 200 jeunes apprenants qui participent à ce projet. Je souligne que ce projet est un projet de chantier école, donc cette école a été entièrement reconstruite par les apprenants de la même école, donc qui évoluent surtout dans le génie, dans la plomberie, dans l'électricité, dans la maçonnerie, etc. et qui ont tous justement passé leur examen à construire cette école. Revaloriser l'enseignement technique et la formation professionnelle en Guinée est un pari à gagner
et toutes les initiatives entreprises militent en faveur de l'atteinte de cet objectif. Et puis, en marge de la célébration de la Journée internationale de prévention des catastrophes, les autorités ont organisé des débats. Les échanges ont porté sur les acquis, les défis et les perspectives pour minimiser les pertes en vies humaines. Mamadou Alpha Baldé, Ousmane Ba. En cette période dominée par les effets des changements climatiques, des actions se multiplient pour minimiser les risques des catastrophes naturelles et urgences environnementales. Pour atteindre l'objectif, les parties prenantes optent pour les voies préventives. En marge de la célébration de la Journée internationale de la prévention des catastrophes, des échanges d'idées ont pointé la rencontre. Une occasion de relever certains acquis pour la préservation des vies humaines. En République de Guinée, plusieurs actions ont été réalisées, parmi lesquelles la création d'une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, dont la mission est de définir et coordonner les stratégies relatives à la prévention des catastrophes. L'élaboration de la politique et de la stratégie nationale de réduction des risques. Nous avons déjà mis des comités de veille à travers le pays, des points focaux qui sont déjà formés, ils sont dotés de tablettes. Donc à travers cela, nous remontons les informations pour pouvoir réellement éviter les catastrophes au pays. La problématique de prévention et de gestion des catastrophes s'avère de nos jours comme un défi mondial. Le système des Nations Unies réitère son engagement à appuyer la Guinée dans la lutte. En République de Guinée, le système des Nations Unies est engagé, uni dans l'action, à soutenir le gouvernement pour répondre à sa responsabilité de garantir la protection de la vie et la mise à disposition des moyens de subsistance, notamment pour les plus vulnérables, dont les femmes et les jeunes. Cette année, la célébration s'organise autour du thème « Accroître considérablement la disponibilité et l'accès au système d'alerte précoce multirisques et aux informations et évaluations des risques de catastrophes pour les populations d'ici à 2030. » Depuis quelque temps, la Guinéenne d'électricité souffre des menaces qui pèsent sur ses installations dans le pays. À Conakry, le phénomène est récurrent puisque les emprises de ces installations sont presque toutes occupées. Nabil Kamara. La menace ou l'agression des installations de EDG devient de plus en plus récurrente sur l'ensemble du territoire national, particulièrement à Conakry. En témoigne ce qui se passe ici à Tombolia, dans la commune de Matoto, où à quelques mètres seulement de ces poteaux électriques, on vient monter une passerelle ou cet immeuble en construction. Cette passerelle a été construite à côté d'une ligne moyenne tension. C'est une ligne de 20 000 volts. Okay, cette ligne-là, aujourd'hui, avec l'évolution des travaux, ça ne peut pas continuer parce que c'est des piétons qui vont monter là-dessus. Et ces piétons seront exposés aux rayons des lignes. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut se faire électrocuter. C'est-à-dire que quelqu'un peut perdre sa vie en montant sur la passerelle. Donc, et pourtant, la passerelle a été construite pour protéger les piétons qui traversent la route. Donc ça les permet d'être sécurisés. Mais en même temps, en les sécurisant, on les expose à la moyenne tension qui passe juste à côté. Et ça, c'est un travail qui mérite une bonne réflexion. La direction générale de EDG invite les uns et les autres à plus de responsabilités en collaborant avec ses services dans la réalisation de tels biens publics ou privés. Nous sommes exposés à bien réfléchir, soit on arrête les travaux, soit on réfléchit comment enlever cette ligne qui est là. Et comment la passer et combien ça va coûter, on ne sait pas. On va convoquer l'entreprise, on va s'asseoir à table et on va discuter. Comme on le dit souvent, la chose publique est sacrée. Donc, sa sauvegarde devrait incomber à tous. Vous le savez certainement, le 16 octobre est la date de création de la FAO, jour choisi par le système des Nations Unies comme Journée mondiale de l'alimentation, une initiative pour conscientiser l'opinion sur la nécessité de mutualiser les efforts contre la faim et la malnutrition dans le monde. Explication Foudi Kamara. Le 16 octobre de chaque année, l'action contre la faim dans le monde est redynamisée par la Journée mondiale de l'alimentation. À l'instar donc des autres pays du monde, la Guinée fêtera cette journée, cette fois-ci dans la grande préfecture de Farana. Des événements seront organisés
dans plus de 150 pays au monde, faisant de cette journée l'une des plus importantes dans le calendrier des Nations Unies. Ces événements sont destinés à sensibiliser et à promouvoir les actions en faveur des populations souffrant de la faim, ainsi que la nécessité de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde. Cette année 2022, les dirigeants du monde font face à de nouveaux enjeux. La crise russo-ukrainienne s'enlise. L'inflation et le prix des engrais sont revus à la hausse. Pour une sécurité alimentaire durable à travers le monde, il y a lieu d'agir. Cette année 2022, le thème retenu est ne laisser personne de côté, améliorer la productivité, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie pour tous. Cette campagne relative à la Journée mondiale de l'alimentation 2022 appelle à la solidarité, à l'action mondiale en faveur de la transformation des systèmes agroalimentaires en vue de renforcer la résilience, de mieux aller de l'avant et de parvenir à un développement durable. La Journée mondiale de l'alimentation intègre aussi la lutte contre le gaspillage et la malnutrition, une source de déséquilibre physique et mental qui provoque la mort de plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans à travers le monde. Amélioration des services de santé dans la région de l'Abbé, l'hôpital préfectoral de Koubia s'est vu décerner une 2e étoile. Elle témoigne de l'amélioration constante des offres de soins dans les domaines comme la planification familiale. Sarafdine Diallo, Algassimouba. Pour contribuer à améliorer le système de santé en Guinée, le projet Haute qualité de services de santé pour le développement à travers JH Piego, financé par l'USAID, est à l'œuvre depuis 2016. Dans la région de l'Abbé, 18 structures sont dans le processus. 17 ont déjà bénéficié de la première étoile qui marque un certain niveau de performance et de la qualité des soins. À Koubia, l'hôpital préfectoral vient de bénéficier d'une 2e étoile d'or. Cette récompense est composée de certificats de satisfaction décernés à l'hôpital préfectoral, mais aussi à la mairie pour leurs efforts dans l'accompagnement de l'hôpital, mais aussi un important lot de matériel et équipement pour la santé de la mère et de l'enfant. Et le symbole de qualité que vous avez derrière moi. Ce jour, nous avons bénéficié d'une 2e étoile. Nous promettons de maintenir des services de qualité, d'être disponibles et de maintenir les performances afin de nous permettre d'obtenir une 3e étoile. Cette reconnaissance est consécutive à une évaluation des niveaux de performance dans les domaines de la planification familiale, des soins obstétrico-néonatales d'urgence et de la prévention et le contrôle contre les infections. Nous sentons que depuis que nous sommes au sein de cet hôpital-là, c'est vraiment l'hôpital mérite vraiment une étoile. Et c'est leur 2e étoile. Je pense que rien ne les empêche de décrocher une 3e étoile. Et on les exhorte à persévérer dans ce sens. En tout cas, la tendance est bonne et on souhaite qu'ils maintiennent cette tendance. Grâce à cette culture d'excellence au sein des structures sanitaires à travers l'approche SBIMAR, gestion basée sur les standards de performance et la récompense, la qualité de soins s'améliore de façon significative pour le plus grand bien des patients. La lutte contre le Covid-19 et cette alerte de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de nombreux patients reçus ces derniers temps enregistrent des complications dans leur prise en charge. Cela est surtout dû à la fréquence des cas de VIH-Sida, de diabète et d'hypertension chez les malades admis dans les CTP. 17 personnes sont décédées au centre de Nongo. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Dans les centres de traitement Covid-19, le tableau de bord des patients reçus ces derniers temps inquiète les acteurs de la riposte. Nongo, qui abrite l'unité de réanimation, reçoit plusieurs malades déjà épuisés par d'autres pathologies comme le VIH-Sida, le diabète et l'hypertension. Des patients non vaccinés dont la prise en charge enregistre des complications. À l'unité de réanimation de Nongo,
nous avons enregistré 55 hospitalisations. Parmi ces 55, nous avons malheureusement enregistré 17 décès durant ces 3 derniers mois, allant d'août, du 31 juillet au 11 octobre. Et sur ces 17 décès, 16 n'étaient pas vaccinés. Et sur ces 16, il y a au moins 57% de ces patients qui développaient l'infection par le VIH à un stade très avancé de la maladie, soit le stade 4. La majeure partie des patients est âgée de plus de 60 ans. Le directeur général de l'ANSS alerte sur la question et invite les personnes qui développent des comorbidités à la vaccination Covid. C'est à ces malades qui ont déjà une maladie connue, qui se savent malades, qui sont sous traitement particulier en rapport avec leur maladie existante, c'est surtout eux qui doivent vraiment se précipiter à aller vers les structures pour se faire vacciner. Et au-delà de la vaccination, dès qu'ils constatent qu'ils ont des signes de Covid-19, d'aller vers les structures de santé pour se faire et prendre en charge rapidement. Depuis le 12 mars 2020, la Guinée a enregistré un total de 38 060 cas confirmés de Covid-19 pour 37 142 guéris et 456 décès. À Farana, les débats se tiennent entre agents de santé et cadres administratifs sur les résultats de l'enquête 2021 qui porte sur les indicateurs du paludisme et de l'anémie. C'est pour harmoniser les idées en vue de trouver de nouvelles approches de lutte contre le palud dans la région. Le projet est piloté par le gouvernement guinéen et ses partenaires. Le point avec Moussa Bangoua. C'est une présentation des résultats de l'enquête de l'année 2021. Sur les indicateurs du paludisme et de l'anémie. Ici à Farana, les directeurs préfectoraux du plan, agents de santé et autres cadres administratifs proposent des pistes de solutions pour combattre le paludisme par des mécanismes inclusifs. L'attente est que les partenaires ou les acteurs s'approprient des données et que les utilisateurs des données puissent comprendre le niveau et l'utilisation des outils pour lutter contre le paludisme dans le pays. Ce projet est piloté par l'Institut national de lutte contre le paludisme. Le but est de fournir un support pour la réalisation d'une assistance technique des populations touchées par le palud et l'anémie. Pour vivre, nous avons besoin de statistiques, nous avons besoin de chiffres permettant de faire des comparaisons, permettant de mesurer les efforts et autres. Et tout cela ne peut s'obtenir qu'à travers des enquêtes. Concernant le palud et l'anémie courant l'année 2021, le constat est globalement satisfaisant dans la région de Farana, après des enquêtes qui ont touché 3 985 ménages et 5 912 femmes de 15 à 49 ans. Je vous l'annonçais dans les titres, l'opérateur de téléphonie mobile Orange domine le marché dans le secteur des télécommunications en Guinée. C'est le résultat d'une étude réalisée par le groupement Prisma Insight Consulting Limited à la demande de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT. L'étude a porté sur les marchés pertinents et des opérateurs dominants. Moussa Komara fait le point. Dans l'écosystème des télécommunications en Guinée, l'opérateur mobile Orange domine le marché mobile de détail. Juste derrière vient MTN. C'est le résultat de l'étude réalisée et présentée par le groupement Prisma Insight Consulting Limited. L'étude qui a duré 4 mois a porté sur les marchés pertinents et opérateurs dominants. Pour cette étude, on a suivi les meilleures pratiques internationales. Ça veut dire que dans une étude d'analyse de marché, on identifie les marchés en Guinée, les marchés de télécommunications. On identifie ces marchés, quels sont pertinents, et s'il y a de la dominance dans ces marchés, et aussi quel type d'obligation on doit imposer si on trouve des opérateurs dominants. Pendant cette étude, 4 marchés ont été identifiés. Pour les marchés de détail, les revenus ont atteint 6 200 milliards de francs guinéens. Les services mobiles, 5 300 milliards. Et les mobile money, 600 milliards de francs guinéens comme chiffre d'affaires en 2021. Dans ces chiffres, les services d'accès à Internet affichent la plus forte croissance, 29%. Et la terminaison d'appel international reste la principale source de revenus de gros mobiles,
56%. Ces résultats nous inspirent beaucoup d'espoir dans la mesure où ces travaux vont permettre de réguler le marché. Parce que vous savez que les consommateurs se plaignent et nous, en tant qu'opérateurs, en phase avec le régulateur, cela permettra de réguler le marché pour la satisfaction de tous les acteurs. Cette étude expose la dictature de certains opérateurs sur le marché. Elle pourrait permettre à l'autorité de régulation des postes et télécommunications de prendre des décisions rationnelles afin de remédier aux effets d'abus de position dominante. On voit que le gros accent est porté sur la voix, ensuite vient la data, mais quand on prend la partie Internet, Internet fixe dans les ménages, ça représente 1,6%, ce qui est extrêmement bas. À la fin des travaux, les experts recommandent à l'autorité de régulation des postes et télécommunications d'imposer des obligations à Orange d'ici la fin de 2025 pour stimuler la concurrence et aider les consommateurs. À Kindia, le maintien des filles à l'école était au cœur de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, placée sous le thème « Notre heure est venue, nos droits, notre avenir ». Et les filles leaders de Kania ont saisi l'occasion pour attirer l'attention des décideurs sur la nécessité de réduire les violences basées sur le genre. Diamokaba nous en dit plus. Elles sont jeunes, mais très ambitieuses. À l'occasion de leur journée, ces talents cachés ont pris le flambeau pendant 24 heures à Kindia. Dans tous les secteurs d'activité, les jeunes filles ont démontré leur potentiel pour attirer la conscience collective. Leur cri du cœur, le maintien des filles à l'école pour réduire les violences basées sur le genre. Nous avons les recommandations faites aux autorités. Sur la base des travaux de réflexion et d'analyse, les filles formulent les recommandations suivantes dénommées afin de renforcer davantage l'implication de l'ensemble des acteurs pour le respect des droits des filles sur le plan éducatif aux autorités locales. Appuyer les acteurs éducatifs dans les actions de suivi et de communication pour favoriser la scolarisation et le maintien des filles sur le plan communauté villageoise. Aujourd'hui, l'ensemble des places, les postes administratifs au niveau de la région, c'est-à-dire le poste gouverneur, le poste préfet, le poste maire, mais aussi la présence au niveau de la FMK sont occupés par les filles, pour démontrer les talents de ces enfants-là, pour démontrer que les enfants sont émancipés, les filles peuvent faire quelque chose, elles peuvent devenir gouverneur, voire présidente. Ces jeunes filles leaders sont suivies et encadrées par la fédération Mounafangui de Kindia. Ils sont en train de former les points focaux dans les gendarmeries, la police, le troisième, je vais parler de la justice et même la santé pour la lutte contre les VBG. Donc le ministère, avec l'accompagnement des partenaires, se bat inlassablement pour la promotion du droit et du bien-être des enfants en général et des jeunes filles en particulier. Malgré ces différentes réformes engagées, le chemin reste encore à parcourir. Ces jeunes filles sont déjà conscientes de la nécessité de défendre leurs droits et leur avenir. La deuxième édition du Forum de la jeune fille guinéenne, un événement qui permet de parler de la protection des jeunes filles dans notre pays. Et des panels sont organisés avec des thématiques bien élaborées. Une initiative du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Yaya Silla nous raconte. Cette deuxième édition du Forum de la jeune fille guinéenne s'ouvre sur un thème combien de fois mobilisateur. Violence sexuelle en Guinée, quelle issue? Le Club des jeunes filles leaders de Guinée organise donc cette rencontre pour que les acteurs et partenaires techniques et financiers échangent au plus large possible sur la problématique des violences basées sur le genre. Ce forum est un cadre très idéal pour nous pour rappeler aux autorités, aux partenaires et à toutes les autres parties prenantes de lutter pour les droits des filles. Parce que ces droits doivent être une priorité absolue. Pendant 2 jours, les participants vont échanger dans plusieurs panels de haut niveau. Pour ce faire, les acteurs se sont mobilisés pour apporter leur contribution. Ils se réjouissent déjà du chemin déjà parcouru par cette ONG des jeunes filles leaders de Guinée. Je tiens à saluer ici la volonté et le courage du Club des jeunes filles leaders et de ses antennes à l'intérieur du pays pour l'immense travail de protection des droits de leurs consoeurs partout en Guinée. Aussi, je voudrais vous rassurer
de la disponibilité de mon département à vous aider, à nous accompagner. La problématique des violences basées sur le genre est prise à bras-le-corps par le gouvernement. Plusieurs lois et engagements ont été pris. Nous devons donc continuer à nous mobiliser pour assurer la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 5, parvenir à l'égalité de sexe et autonomiser toutes les femmes et les filles. Je tiens à vous féliciter pour votre engagement et votre résilience face aux défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Avant la fin de la rencontre, les questions sur l'engagement de l'État, la masculinité positive ou encore les solutions innovantes dans la lutte contre les VBG en Guinée seront résolues. On enchaîne avec ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qu'on a créé le 15 octobre 2022, communiqué. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation informe l'ensemble de la population de la ville de Conakry, notamment du tronçon Carrefour km 36 Kountia, commune rurale de Manéa, préfecture de Koya, sera fermé à la circulation ce dimanche 16 octobre 2021 de 6h à 13h pour des raisons de travaux d'entretien et d'assainissement. À cette occasion, il est demandé aux usagers de ce tronçon de bien vouloir utiliser les voies de contournement afin de faciliter les travaux. Le préfet de Koya, le secrétaire général de la commune de Manéa, le maire de Matoto et les élus locaux du kilomètre 36 et Kountia sont invités à prendre les mesures nécessaires pour un bon déroulement de ces travaux d'assainissement qui favorisent le bien-être et la santé de chacun et de tous. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sait compter sur l'esprit de civisme des usagers. Mori Kondé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Direction la préfecture de Lola, là-bas, une maison de jeunes est construite et équipée par la Société des mines de fer de Guinée. Cette action s'inscrit dans le cadre de son programme de développement communautaire. C'est le gouverneur de région qui a présidé la cérémonie inaugurale. Deuxième Kouré, la correspondance de Mohamed Saliou Paya, lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Au pied des monts Nemba, le district de Bakoré, dans la sous-préfecture de Nzo, préfecture de Lola, reçoit les clés de sa toute première maison des jeunes. C'est un don de la Société des mines de fer de Guinée, SMFG, qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. L'édifice qui fait l'objet de cette cérémonie ce matin est le résultat non seulement des demandes des populations et des autorités locales de Bakoré, mais aussi du processus d'identification des besoins en matière de développement communautaire. En vous demandant d'en faire le meilleur usage, je formule le vœu que cette maison des jeunes de Bakoré soit un lieu de rencontre, de partage et d'émulation de la jeunesse dans cette localité et qu'elle aide à catalyser leur énergie créatrice. Autorités locales, services de défense et de sécurité et population se sont mobilisés à l'occasion de l'inauguration de cette maison des jeunes qui porte désormais le nom du colonel Mamadi Doumbouya. Je voudrais en cette heureuse circonstance vous remercier au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour ce précieux don en faveur des braves populations de Bakoré. Chers jeunes bénéficiaires, je souhaiterais vivement que ce bâtiment flambant neuf, qui porte désormais le nom d'un illustre chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, soit un lieu d'accueil, de rencontre, de convivialité et de partage d'idées. Cette infrastructure de réjouissance vient consolider les liens de partenariat entre les acteurs miniers et les communautés le long de la réserve de la biosphère des monts Nemba.
Parlons de médias à présent. Dans la lutte pour l'instauration d'une presse libre dans notre pays figurent plusieurs grands noms comme Elhadji Souleymane Diallo. Le fondateur du groupe Lynx Lance a activement contribué au développement des médias indépendants en Guinée. Le 29 octobre prochain, la corporation compte lui rendre un hommage pour son combat en faveur de la liberté de la presse dans notre pays. Mamadou Saliouba. Il a consacré sa vie à l'instauration d'une presse libre et responsable en Guinée. Elhadji Souleymane Diallo a entamé sa carrière de journaliste au quotidien national Auréa. À la faveur de la libéralisation de la presse en 1991, il quitte le quotidien public pour créer son journal, le Lynx. En 1991, c'est le journal Conté qui avait demandé de le critiquer lui-même. Et de dire la vérité. Ce que je dis là, je tiens de lui. Il faut lui reconnaître, c'est lui, Conté, qui a poussé à la libéralisation, à la liberté de la presse. Dans sa longue lutte pour une presse indépendante, le fondateur du groupe Lynx Lance a été plusieurs fois interpellé, parfois même privé de liberté. Qu'il sache qu'il a contribué à l'éclosion ou aujourd'hui à la création de cette presse en République de Guinée, surtout la liberté de ton qu'on entend aujourd'hui au niveau de nos journaux. Diallo Souleymane a mis sur le marché beaucoup de produits qui sont en train de faire leurs preuves, soit au sein de leur propre entreprise ou qui sont dans l'administration. Le 29 octobre prochain, le doyen de la presse va recevoir les hommages de ses pairs. La commission d'organisation de l'événement tient sa 5e réunion de travail. Avec l'ensemble de la corporation, elle va honorer celui qui a participé à la rédaction de tous les textes sur la liberté de la presse. Nous avons aujourd'hui beaucoup avancé en termes de préparatifs, que ce soit sur le documentaire sur la vie de Diallo Souleymane, mais également sur d'autres surprises que nous lui réservons. Après la célébration de l'icône de la presse guinéenne, un prix pour la liberté de la presse sera initié au nom de Elhadji Souleymane Diallo. Pour terminer cette œuvre de charité, l'ONG Échange et Partage de notre compatriote résident à Paris, Alpha Bari, vient au secours des enfants orphelins et de quelques CMC de Conakry. Plusieurs dons en nature ont été remis. Nos reporters Ismaël Nabé et Tabansila étaient sur les pas du donateur. Échange et Partage est une ONG qui réside en France. Depuis 2018, elle œuvre en Guinée dans les activités caritatives. Dans cet établissement, Cisa Symphonia, plusieurs outils didactiques ont été offerts. La joie des bénéficiaires est sans limite. Un enfant qui n'a pas beaucoup d'outils, qu'est-ce qu'il peut apprendre? Rien. Mais il faut les doter des outils. Il y a de bonne volonté à côté de cet outil pour l'aider. L'enfant peut beaucoup marcher. On le dit merci. S'il y a beaucoup de Guinéens comme ça, ça marche. De Symphonia, nous voici à Dapompa. Là également, plusieurs enfants sont chaque année reçus par l'orphelinat Hakuna Matata. C'est le cas par exemple d'Étienne. Ce nouveau-né a été déposé dans ce centre 2 jours après sa naissance par sa mère. Ces joies et autres vivres viennent combler certains déficits dans ce centre d'accueil. Ça nous va droit au cœur qu'on nous a choisis pour venir faire un don à nos enfants qui sont quand même les premiers nécessiteux. On appelle en tous les cas toutes les bonnes volontés qui peuvent venir nous aider et on a des besoins chaque jour. La structure Échange et Partage est armée de la volonté d'aider les enfants vulnérables. Comme ici à l'orphelinat La Voix des Sans-Voix, la promesse faite l'année dernière vient d'être tenue. Beaucoup de matériel pour les enfants, c'est pour le bonheur des enfants surtout. L'aventure ne s'arrête pas là. Quand on voit à travers ce qu'on donne, ça nous rebooste encore une fois de plus. Je sais qu'il y a des besoins un peu partout. En plus de ces orphelinats, les CMC de Matam et de Ratoma sont touchés par ce geste humanitaire. Dans ces centres hospitaliers, des lits et plusieurs autres kits sanitaires ont été offerts. C'est donc un geste de notre compatriote Alma Mibari. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.